Imaginez la télévision américaine sans MASH. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est parce que la série n'était pas seulement populaire. Elle a redéfini ce que pouvait être une sitcom. Diffusée pour la première fois en 1972. Pendant les dernières années de la guerre du Vietnam, MASH se déroulait pendant la guerre de Corée et mêlait humour et déchirement. Elle m'a dit que j'avais eu une histoire d'amour malheureuse. Je lui ai demandé si c'était un de mes médecins, et elle m'a répondu que non, c'était votre prêtre. Ces personnages excentriques explorent l'absurdité de la guerre et la résilience de l'esprit humain. Elle est rapidement devenue l'une des préférées des fans. Mais en coulisses, la série était en constante évolution. Alors qu'elle s'enfonçait davantage dans le commentaire social et dans les arcs de personnages complexes, les tensions montaient parfois. Plusieurs stars bien aimées ont finalement fait le choix difficile de partir. Qu'il s'agisse d'un départ personnel, professionnel ou d'un conflit créatif. Les raisons peuvent vous surprendre. Regardons de plus près ce qui s'est réellement passé. Une histoire de guerre racontée avec cœur. Il y a beaucoup à dire sur cette histoire, mais avant d'en parler, remontons le temps et voyons comment cette série légendaire a vu le jour. Comme beaucoup d'autres séries télévisées impeccables, l'histoire de MASH ne commence pas à la télévision, mais dans un livre. En 1968, le Dr. Richard Hooker, nom de plume du chirurgien de la guerre de Corée H. Richard Hornberger, a publié MASH, un roman sur 3 médecins militaires. Il s'agit d'un récit fictif de son expérience en tant que médecin d'un hôpital chirurgical mobile de l'armée pendant la guerre de Corée. Grâce à son mélange d'humour grinçant et de moments de chaleur humaine et d'amère réalité, le livre est rapidement devenu un best-seller, attirant du même coup l'attention d'Hollywood. 2 ans après la publication du livre, le réalisateur Robert Altman a adapté le roman pour en faire le film MASH, une comédie noire satirique à la fois irrévérencieuse et qui donne à réfléchir. Le film, qui met en vedette Donald Sutherland dans le rôle de Hawkeye Pierce et Elliot Gould dans celui du trappeur John, a touché le public, en particulier au moment où la guerre du Vietnam occupait une place importante dans la conscience américaine. Le film est rapidement devenu un succès critique et commercial, remportant la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur scénario. Mais la véritable explosion culturelle a eu lieu 2 ans plus tard, lorsque CBS a adapté le concept en une série télévisée hebdomadaire développée par Larry Gelbart et Gene Reynolds. La version télévisée de MASH a débuté le 17 septembre 1972. Elle a conservé le cadre de la guerre et l'humour décalé, mais a introduit un style plus sériel axé sur les personnages, qui permet une narration émotionnelle plus profonde. Alan Alda est entré dans le rôle de Hawkeye Pierce et est rapidement devenu le cœur de la série. Bien que la première saison ait connu des difficultés d'audience, au point qu'elle a failli être annulée, CBS a pris le risque de la déplacer au samedi soir. Les audiences ont alors grimpé en flèche, tout comme l'impact culturel de la série. Pour beaucoup, la série a également brisé les règles. Elle a été la première du genre à Hollywood, expérimentant le format, utilisant de vraies séquences de guerre, et a même été l'une des premières comédies américaines à présenter régulièrement le son des hélicoptères au lieu d'une piste de rire. Alan Alda, qui jouait Aile de Faucon, est devenu par la suite réalisateur, scénariste et force créatrice de la série, poussant à plus de réalisme et de complexité émotionnelle. Mais MASH a mûri, tout comme ses personnages. Et disons que tous les acteurs n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle direction. Certains avaient l'impression que leur rôle se réduisait ou devenait des caricatures. D'autres ont dû faire face à des difficultés personnelles ou ont ressenti le besoin d'explorer d'autres voies créatives. En général, au cours de ces 11 saisons, MASH a connu de nombreux changements d'acteurs. Mais à travers tout cela, la série est restée ancrée dans une mission singulière, montrer le coût de la guerre à travers le prisme de la compassion, de l'esprit et des liens humains indéfectibles. Dans cette optique, nous allons nous pencher sur la première sortie majeure de la série. Un acteur dont le départ a été si inattendu que les scénaristes ont choisi de tuer son personnage dans un moment qui a choqué la nation. McLean Stevenson. Si vous demandez aux fans de longue date de MASH quel est le moment qui les a le plus marqués, il y a de fortes chances qu'ils évoquent la scène finale de la 3e saison. Abyssinia, Henry. Ce n'était qu'une phrase, transmise discrètement par radar, mais elle a tout changé.
L'avion du lieutenant-colonel Henry Blake est abattu au-dessus de la mer du Japon. Il n'y avait aucun survivant. Ce moment a fait date, non seulement parce qu'il a choqué le public, mais aussi parce qu'il a marqué le premier départ important d'un membre essentiel de l'équipe de MASH, McLean Stevenson. Mais comment en sommes-nous arrivés là? McLean avait été un élément essentiel de MASH depuis le tout début. En tant que commandant affable et souvent confus du 497e, son personnage, le colonel Henry Blake, était un parfait contrepoids à la folie de la guerre. Là où Hawkeye et Trapper apportaient la rébellion et l'esprit, Henry Blake apportait l'humanité. Parfois à bout de nerfs, parfois désemparé, mais toujours bien intentionné. Dans les premières saisons, la performance de McLean lui a valu de nombreux éloges et un Golden Globe. Il était drôle, racontable et profondément aimé par les fans. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas aussi harmonieuses. D'après les interviews et les mémoires des acteurs et des scénaristes, McLean était de plus en plus frustré par son rôle. Si la série a débuté comme une comédie d'ensemble, elle s'est rapidement centrée sur les pères d'Alan Alda, Hawkeye. Et au fur et à mesure qu'Alda s'est impliqué dans l'écriture et la réalisation de la série, son personnage a pris un poids émotionnel et narratif plus important. McLean, quant à lui, se sentait mis à l'écart. Tellement mis à l'écart qu'il a même déclaré à People Magazine en 1975 « Je veux être le numéro 1. Je veux être celui qui porte le spectacle. » Mais aussi égoïste que cela puisse paraître, il ne s'agissait pas en fait de l'ego de McLean. McLean rêvait de devenir une star. Il avait de grandes ambitions. Mais s'il y a une chose qu'il faut savoir à propos d'Hollywood, c'est qu'il est généralement très facile pour un acteur de tomber dans un rôle stéréotypé. McLean, quant à lui, tombait dans un piège dont il ne voulait absolument pas se mêler. Il a vu à quel point la télévision pouvait être puissante, et il pensait avoir le charisme et le talent nécessaires pour présenter sa propre émission. Il voulait saisir des occasions où il ne serait pas toujours la deuxième ou la troisième banane. Il voulait être le premier, à la fin de la 3e saison. McLean a donc annoncé au producteur qu'il ne reviendrait pas. C'est ici que les choses prennent un tournant. Traditionnellement, lorsque les acteurs quittent les sitcoms, leurs personnages sont gentiment remerciés, transférés, réaffectés et peut-être même envoyés se marier. Mais MASH n'était pas une sitcom traditionnelle. Ses créateurs, Larry et Gene, y ont vu une occasion de faire quelque chose d'audacieux. Ils voulaient rappeler aux téléspectateurs que MASH était, au fond, une histoire de guerre, que dans une guerre, tout le monde ne rentre pas à la maison. C'était l'occasion rêvée. L'épisode légendaire d'Abyssinia Henry a succédé à cet épisode. Dans cet épisode, Henry Blake reçoit son ordre de démobilisation et se prépare à rentrer chez lui. C'est la fête, les larmes, les embrassades, les adieux joyeux. Pendant 25 minutes, on a l'impression d'assister à une fin heureuse, mais la scène finale arrive, comme une tempête déchaînée. Radar entre dans la salle d'opération, chapeau à la main, le visage grave. Les médecins sont en pleine opération lorsqu'il annonce que l'avion du lieutenant-colonel Henry Blake a été abattu au-dessus de la mer du Japon. Il n'y a aucun survivant. Il s'en est suivi un silence intense que l'on pouvait entendre dans toute l'Amérique. Pas de musique dramatique, pas d'effets de rires ou de bruit d'hélicoptère, juste des visages stupéfaits et le bip de l'équipement chirurgical. Cette scène a changé l'histoire de la télévision. C'était l'une des premières fois qu'un personnage de sitcom bien aimé était tué définitivement et sans avertissement. Les réactions brutales des acteurs étaient en partie réelles, car seuls quelques-uns connaissaient la fin à l'avance. Alda a révélé plus tard que Gary Berghoff, qui joue Radar, était le seul acteur à avoir été prévenu à l'avance pour pouvoir se préparer. Le reste de la distribution a réagi de manière authentique lors de cette dernière prise. Dès sa diffusion, l'épisode a suscité des réactions immédiates et intenses. CBS a reçu des milliers de lettres, certaines louant l'honnêteté de la série, d'autres s'indignant de la disparition soudaine d'un personnage aussi aimé. Certains ont même accusé les producteurs d'être allés trop loin, mais Larry a défendu sa décision en déclarant « Nous voulions dire que tout le monde ne peut pas rentrer chez soi, et c'est ce qu'ils ont fait. » Mais qu'est-il arrivé à McLean après son départ? Disons simplement que les choses n'ont pas été aussi roses qu'il l'avait probablement imaginé. Il est vrai qu'au début, tout allait pour le mieux. Il a signé un contrat lucratif avec NBC, impatient de voler de ses propres ailes. Il a ensuite joué dans The McLean Stevenson Show
une sitcom familiale construite autour de son charme affable. Il semble alors tracer sa propre voie et se faire un nom dans l'industrie. Mais ce fut de courte durée. Son émission a été annulée après une seule saison. Une deuxième tentative, avec le spectacle Hello, Larry, a été encore plus malheureuse. Malgré de grands espoirs et une forte promotion, l'émission a été critiquée et est devenue un sujet de plaisanterie dans les années qui ont suivi. Rétrospectivement, MacLean regrettera d'avoir quitté MASH. Dans une interview accordée en 1983 au Los Angeles Times, il avoue « Je me suis retiré du jeu. Ce n'est pas seulement parce que ces nouvelles émissions ont fait un flop. C'est surtout la prise de conscience que MASH était une expérience unique dans une vie. La distribution, l'écriture, l'impact, c'était un éclair dans une bouteille. » Certains de ses covedettes, comme Alda et Loretta Swit, ont exprimé leur tristesse à propos de son départ. Mais ils comprenaient aussi son désir de se diversifier. D'autres se demandent s'il n'a pas été trop rapide pour quitter quelque chose de spécial. Malgré ses regrets, MacLean a continué à travailler pour la télévision et a fait des apparitions occasionnelles dans d'autres émissions. Mais il n'a jamais trouvé le même niveau de succès ou de connexion émotionnelle avec le public que lorsqu'il jouait Henry Blake. Lorsqu'il est décédé en 1996, à l'âge de 68 ans, les hommages ont afflué de la part des fans et des collègues, Alda se souvenant de lui comme d'un acteur merveilleux et d'un homme bon, et Gary le qualifiant d'esprit léger qui apportait de la joie à tous ceux qui l'entouraient. On peut dire ce que l'on veut de MacLean, mais d'une certaine manière, son départ a donné son âme à la série. Et c'est là toute l'ironie de la situation, alors qu'il était parti pour trouver sa chance. Le rôle qu'il a quitté est devenu le plus durable de sa carrière. Mais si vous pensiez que le départ de MacLean était éprouvant pour les nerfs, celui de Wayne Rogers dans MASH était tout à fait différent. Calme, compliqué et plein de drames dans les coulisses. Wayne Rogers, alors que MacLean a eu droit à un épisode d'adieu, à des larmes d'adieu et à un moment qui est entré dans l'histoire de la télévision. Wayne Rogers a tout simplement disparu. Nous l'avons vu dans un épisode et l'instant d'après, il n'était plus là. Pas d'adieu, pas d'explication, et certainement pas de conclusion. Disons simplement que les choses ne sont pas toujours aussi roses sur le plateau qu'elles ne le paraissent à l'écran. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir au début. Wayne Rogers jouait le trappeur John McIntyre, l'une des moitiés du duo comique original qui a défini les premières saisons de MASH. Lui et Hawkeye Pierce, incarné par Alda, étaient la vie de la 4077. L'alchimie entre le duo était magnétique, et le public l'a adoré. Surtout lorsqu'ils ont décidé d'ajouter leur plaisanterie rapide, leur espièglerie et leur amitié inébranlable. C'était comme regarder une version de The Odd Couple en temps de guerre, mais avec des blagues au scalpel. Mais derrière les rires, la tension couvait secrètement. Il s'avère que Wayne avait signé pour MASH en pensant qu'il s'agirait d'une véritable série d'ensemble, avec un temps d'écran égal pour le noyau de l'équipe. Mais au fur et à mesure de l'évolution de la série, les projecteurs se sont braqués sur le personnage d'Alda. Il est vite devenu évident que Hawkeye était devenu plus qu'un simple co-chef de file. Il était désormais le centre moral de la série, le point d'ancrage émotionnel. Et peu après qu'Alda, qui était un scénariste et un réalisateur talentueux, a commencé à contribuer fortement à la direction créative de la série, les choses ont vraiment commencé à changer. Au départ, Wayne ne s'est pas soucié du succès d'Alda. Au contraire, les deux étaient apparemment amis en dehors du plateau, mais naturellement, il s'est vite senti mis à l'écart. Le personnage d'Alda semble être le seul à avoir acquis une certaine maturité. Les autres semblaient simplement figés dans leur cocon d'origine. Quoi qu'il en soit, Trapper John est passé du statut d'acteur principal à celui de personnage secondaire. Et comme Wayne l'a expliqué plus tard dans des interviews, ce n'était pas une question d'ego, mais d'intégrité de la narration. Il a dit un jour que Trapper n'avait pas grand-chose à faire. Il était l'un des deux copains, puis il est devenu le type qui acquiesçait à tout ce que disait Alan. Mais contrairement à MacLean, qui a fait une sortie publique et a été remercié, Wayne a choisi une autre voie. Tranquillement et sans faire d'histoire. Il a décidé de ne pas renouveler son contrat après la 3e saison. Les producteurs n'ont appris son départ officiel que peu de temps avant le début du tournage de la 4e saison. Et c'est là que les choses deviennent encore plus inhabituelles. Le contrat de Wayne avec l'émission n'a jamais été officiellement signé, ce qui signifie que depuis le début, il travaillait sur une poignée de main.
Cela signifie que lorsque les producteurs ont menacé de le poursuivre pour rupture de contrat, il ne disposait d'aucune base juridique, car il n'avait rien rompu. Il s'était simplement retiré d'une série qui, selon lui, ne donnait plus à son personnage l'espace nécessaire pour évoluer. Son départ a été brutal et a laissé les scénaristes dans l'embarras. En conséquence, ils ont dû retravailler l'ouverture de la 4e saison, en expliquant dans le premier épisode que Trapper John avait été renvoyé alors que Hawkeye était en congé. La réaction du public a été brutale. D'abord Henry, et maintenant Trapper. Était-ce bien réel? Pour ne rien arranger, il n'y a pas eu de scène d'adieu pour lui. Pas de fête à l'hôpital et, surtout, pas d'adieu sincère. Les producteurs se sont empressés de limiter les dégâts et ont remplacé Wayne par Mike Farrell dans le rôle de B.J. Honeycutt. Un personnage écrit pour être plus terre-à-terre, plus complexe émotionnellement et peut-être moins rebelle que Trapper. Avec ce changement, la dynamique de la série s'est immédiatement modifiée. L'aspect comédie de potes a disparu au profit d'une version plus douce et plus introspective de la série. Mais voici l'ironie du sort. MASH a gagné en profondeur, et sans doute en qualité, en l'absence de Trapper. Même si beaucoup affirment encore préférer les premières saisons, nous dirions plutôt le contraire. Wayne, quant à lui, n'a pas disparu de la scène. Après MASH, il est apparu dans des séries télévisées et des films, mais a finalement suivi une voie totalement différente, devenant un investisseur financier et un commentateur à succès. Wayne était intelligent, très intelligent. Il avait étudié l'histoire à Princeton et avait ensuite fait carrière à Wall Street. En fait, dans les années 1990, il participait régulièrement à l'émission Cashin' In de Fox News, où il discutait d'économie et de politique. Il a gagné des millions, non pas en jouant la comédie, mais en investissant de manière avisée. Pourtant, il ne s'est jamais complètement éloigné d'Hollywood. Il a tourné quelques téléfilms, a accepté quelques rôles récurrents et a même plaisanté sur son passage dans MASH, lors d'interviews ultérieures. Malgré la soudaineté de son départ, il ne semble pas y avoir eu d'antagonisme entre lui et l'équipe. En fait, Alda a déclaré un jour « Wayne est l'une des personnes les plus intelligentes avec lesquelles j'ai travaillé. Il m'a beaucoup manqué quand il est parti. » Cette amitié s'est restée intacte, et lorsque Wayne est décédé en 2015, à l'âge de 82 ans, Alda a tweeté « Il était intelligent, drôle, curieux et dévoué. Nous avons fait le pacte de nous donner du fil à retordre jusqu'à la fin de notre vie, et je regrette que nous n'en ayons plus l'occasion. » Bien que Wayne ait quitté MASH, au sommet de sa popularité, sans fanfare ni applaudissements, les fans qui aimaient le sourire enjoué et le charme facile de Trapper se souviennent encore de lui avec affection. Nous avons tous parlé du départ de ces acteurs pour suivre d'autres voies, mais qu'en est-il de ceux qui sont partis parce que la série était si difficile sur le plan émotionnel? Gary Berghoff. C'est ironique, étant donné qu'il était le cœur de l'équipe. Mais Gary Berghoff n'a pas quitté MASH en fanfare ou en fête. Il est parti discrètement, douloureusement, et pour des raisons bien plus profondes que la plupart des gens ne l'ont jamais réalisé. Pour les fans, Gary était Radar O'Reilly, l'employé de l'entreprise aux yeux écarquillés et à l'intuition surprenante. Un ours en peluche sous un bras et la guerre sous l'autre. Le radar entendait les hélicoptères avant tout le monde. Il avait une innocence douce, presque enfantine, qui adoucissait la dureté du champ de bataille, alors que Hawkeye et Trapper enfreignaient les règles et que Henry Blake tâtonnait dans son rôle de chef. Radar était le ciment, l'âme et, pour certains, le battement de cœur émotionnel de la Catherine 77e. Mais derrière cette voix douce et ce sourire nerveux se cachait un acteur qui s'effilochait lentement sous le poids de tout cela. Gary est le seul acteur à avoir repris le rôle qu'il avait tenu dans le film original de 1970. Ce faisant, il a apporté à Radar une vulnérabilité qui n'existait pas dans le film. La version cinématographique de Radar était plus espiègle, voire un peu sordide. Mais à la télévision, Gary a fait de Radar un personnage inoubliable, un symbole de l'innocence perdue en temps de guerre. En fait, son interprétation était si emblématique qu'il était souvent considéré comme irremplaçable. Pourtant, dès la saison 7, des fissures commencent à apparaître. Gary était en difficulté, tant sur le plan personnel que professionnel. Le calendrier de production exténuant de MASH, combiné à son propre perfectionnisme, a commencé à l'épuiser. Il a longtemps lutté contre l'anxiété et la dépression,
des problèmes qui faisaient rarement la une des journaux à l'époque, mais qui ont profondément affecté sa capacité à faire face aux exigences du tournage. Il y avait aussi la douleur d'être éloigné de sa famille. À la fin des années 70, Gary était marié et père d'une petite fille. Mais les longues heures de travail sur le plateau signifient qu'il est constamment loin de chez lui. Il a même admis plus tard que le fait d'avoir manqué les premières années de sa fille était comme une erreur que je n'ai jamais cessé de regretter. Lors d'une interview en 2018, Mike Farrell, l'un des acteurs de la série, s'est souvenu que Gary avait des problèmes émotionnels. Il a toujours eu l'impression de ne pas recevoir l'attention ou l'appréciation qu'il méritait. Mais je pense qu'il a sous-estimé à quel point nous le respections tous. Il y a également eu des différends contractuels dus au fait que Gary voulait un meilleur salaire, plus de flexibilité et moins de temps à l'écran afin de pouvoir gérer sa vie personnelle. Les producteurs, conscients de la place centrale qu'occupait Radar dans la série, ont essayé de l'accommoder du mieux qu'ils pouvaient. À un moment donné, Gary s'est même vu accorder plus de temps libre et moins d'apparitions par saison. Mais cela ne lui suffisait pas. Sur le plan émotionnel, il était fini. C'est ainsi qu'au cours de la saison 8, il a pris la difficile décision de quitter le MASH pour de bon. Mais cette fois, contrairement à Wayne, la série ne l'a pas laissé s'éclipser sans bruit. Radar a eu droit à un épisode d'adieu en 2 parties intitulé Goodbye, Radar, l'une des intrigues les plus déchirantes de la série. Dans cet épisode, Radar rentre de permission et découvre que le 4077 s'est effondré en son absence. Au début, il essaie de tout réparer, comme toujours. Mais à la fin, il se rend compte qu'il est temps de passer à autre chose. Sa mère a besoin de lui à la maison. La ferme de sa communauté est en difficulté. Peut-être, Radar a-t-il enfin grandi. La scène finale de l'épisode est presque silencieuse. Il n'y a que Radar qui s'éloigne. Silhouette contre le ciel coréen, son ours en peluche laissé sur la couchette d'œil de faucon. Ce moment était aussi émouvant que touchant. Et il a dit tout ce que la série ne pouvait pas exprimer. Et le public a ressenti cette perte parce que le voir partir, c'était comme dire adieu à notre propre innocence. Après MASH, Gary a fait une longue pause dans sa carrière d'acteur. Il a fait quelques apparitions, notamment dans une série dérivée de courte durée intitulée Walter, dans laquelle Radar devient un policier débutant. Mais cela n'a pas vraiment décollé. Finalement, il a choisi de s'éloigner complètement d'Hollywood pour se consacrer à la peinture, à la conservation de la faune et de la flore et à l'invention. Oui, vous avez bien entendu. Inventor. Il détient plusieurs brevets, dont un pour un système d'équipement de pêche. Son amour pour la nature est rapidement devenu un refuge et un moyen de guérir des pressions de la célébrité et du fardeau émotionnel que MASH avait fait peser sur lui. Gary expliquera plus tard qu'il est parti pour 2 raisons. Ma famille et l'épuisement professionnel. Je voulais recoller les morceaux de ma vie, et qui pourrait le lui reprocher? Aujourd'hui, Gary mène une vie tranquille. Il ne donne pas beaucoup d'interviews. Il ne recherche pas les feux de la rampe, mais de temps en temps, les fans l'aperçoivent lors d'une convention ou lisent une citation rare, et ils se souviennent du gamin au cœur tendre et aux grandes oreilles qui entendait les hélicos avant tout le monde. Passons maintenant à l'homme qui a incarné l'un des méchants les plus hilarants de la télévision, Larry Linville. Il est difficile d'imaginer les débuts de MASH sans Frank Burns, le personnage rigide, mesquin et désespérément imbu de sa personne, joué à la perfection par Larry Linville. Le Major Burns était le personnage que le public aimait détester. Son obsession flagorneuse pour les règles, sa liaison secrète avec le Major Julian et son profond complexe d'infériorité faisaient de lui le parfait faire-valoir comique d'œil de faucon et de trappeur. Mais au fur et à mesure que la série prenait de l'ampleur, la méchanceté monotone de Frank a commencé à se faire remarquer, et pas dans le bon sens du terme. Alors que d'autres personnages s'approfondissaient, Frank restait bloqué dans une boucle. Ses insécurités n'ont jamais évolué, et ses préjugés n'ont jamais été remis en question. Ed Larry, un acteur avec beaucoup plus d'envergure que ce qu'on lui permettait de montrer, a commencé à ressentir la tension. À la fin de la saison 5, Larry a pris une décision audacieuse. Il ne renouvellera pas son contrat. Selon lui, il avait poussé le personnage aussi loin qu'il le pouvait. Il n'a pas été licencié et n'a certainement pas été poussé à bout. Il s'est simplement éloigné, reconnaissant que MASH se développait au-delà de la fonction limitée de Frank, et l'effet d'entraînement a été énorme. Frank Potty,
la série était libre d'explorer des conflits moraux plus complexes. Il n'était plus nécessaire d'avoir un méchant de dessin animé. Le comique pouvait venir de l'ironie et de l'humanité, plutôt que du burlesque et de la cruauté, à bien des égards. Nous aimons à penser que le départ de Larry a marqué un tournant créatif pour MASH, un événement qui l'aurait fait passer du statut de bon à celui de légendaire. Mais cela ne veut pas dire que les fans n'ont pas ressenti la perte. Pendant 5 saisons, Frank a été à la fois la cible et la pression. Son départ a obligé la série à revoir son rythme. Et si son départ n'a pas été pleuré dans l'intrigue de la série, il a été évoqué hors écran comme ayant bénéficié d'une promotion pépère. L'ADN de la série s'en est profondément ressenti. Larry a ensuite joué des rôles d'invité à la télévision et au cinéma, mais n'a jamais retrouvé un rôle aussi visible ou inoubliable que celui du Major Frank Burns. Non seulement le personnage de Larry a été éliminé de la série, mais un autre personnage, qui devait également quitter la série plus tard, a été écrit pour prendre sa place, David Ogden de Reege. Si Frank Burns était le méchant de la bande dessinée, Charles Emerson Winchester III était l'homme de la situation. Arrivé pour remplacer Frank dans la 6e saison, Winchester n'aurait pas pu être plus différent. Cultivé, brilliant, arrogant et profondément privé, il était plus qu'un simple antagoniste. Il était un défi, pour Hawkeye, pour BJ, pour le ton même de la série, et David Ogden Stiers l'a interprété avec une exquise retenue. Au début, Winchester est apparu comme pompeux et insupportable. Mais avec le temps, des fissures ont commencé à apparaître. Il n'était pas sans cœur, juste réservé. Et il n'était certainement pas cruel. Peut-être juste un peu fier. Sous les couches d'opéra et de discussions sur le vin se cachait un homme confronté à la réalité brutale de la guerre. Impatient à la fois. Contrairement à Larry ou aux autres, David n'a pas quitté la série en cours de route. Il est resté jusqu'au dernier épisode, quittant la série non pas en signe de protestation, mais en guise de conclusion poétique. Sa dernière scène, où il apprend à des prisonniers de guerre chinois à jouer du Mozart, est l'un des moments les plus beaux et les plus obsédants de l'histoire de la télévision. Et c'était là le pouvoir de Winchester. Il n'était pas là pour être aimé. Il était là pour nous rappeler que la guerre brise tout le monde, même ceux qui se croient trop raffinés pour être touchés par elle. Lorsqu'il a eu l'occasion de rejoindre le spin-off Aftermath, David a refusé, expliquant que l'arc de son personnage était terminé. Selon lui, Winchester avait dit ce qu'il avait à dire. Après avoir connu le succès dans la série, il a continué à prêter sa voix à des personnages de Disney et, en 2009, il a révélé sa sexualité lors d'une interview avec le site Gossip Boy, déclarant « Je suis Dave, très fier de l'être ». Selon lui, il n'a pas fait son coming out plus tôt dans sa carrière parce qu'il craignait que cela ne nuise à ses chances dans l'industrie, en particulier lorsqu'il faisait des voix pour Disney et qu'il apparaissait encore à la télévision et au cinéma. À l'époque, on craignait vraiment que le fait de faire son coming out ne fasse perdre des rôles à des acteurs ou ne conduise à une répartition des rôles. Bien qu'il ait été discret sur sa vie privée pendant la majeure partie de sa carrière, il était profondément respecté dans l'industrie, à la fois pour sa dignité et pour son registre extraordinaire. Il est décédé en 2018, à l'âge de 75 ans, des suites d'un cancer de la vessie. Pourtant, son héritage demeure non seulement dans ses performances, mais aussi dans le courage tranquille qu'il lui a fallu pour vivre sa vérité selon ses propres termes. Mais nous ne pouvons pas terminer cette vidéo sans quelques mentions honorifiques. Bien que les femmes de cette série aient généralement joué des rôles d'arrière-plan et de soutien, leurs rôles ont été essentiels à l'élaboration du ton de la série. L'une de ces femmes était le Major Margaret Hot Lips Houlihan, la femme du même A.S. Dans une zone de guerre remplie d'hommes qui font des blagues pour tenir l'obscurité à distance, les femmes de A.S. avaient un travail plus difficile, celui d'être vues, et aucune femme n'a eu à faire face à une ascension plus raide ou à une transformation plus remarquable que la Major Margaret Hot Lips Houlihan, interprétée par Loretta Swit, lorsque Monsieur A.S. Margaret était la vedette de la série. Son surnom en dit long, Hot Lips, en référence à un gag du film original. Elle était très stricte et faisait souvent l'objet de moqueries. Mais Loretta refusait de laisser Margaret dans cette boîte. Au fil des saisons, elle a insufflé au personnage de l'intelligence, de la force et de la vulnérabilité. À la fin de la série, Margaret n'était plus seulement respectée, elle était pleinement réalisée, complexe et tranquillement révolutionnaire. Loretta a déclaré un jour dans une interview
Je voulais qu'elle soit une femme de substance. Et c'est ce qu'elle a fait. Margaret est devenue un officier décoré. Une infirmière en chef compétente est l'un des rares personnages à remettre ouvertement en question la cruauté de la guerre, tout en continuant à faire son travail avec une précision inébranlable. Il est intéressant de noter que si de nombreux acteurs masculins ont quitté M.A.S., Loretta est restée pendant les 11 saisons. Elle a été l'un des 4 acteurs à apparaître à la fois dans le pilote et dans le final. Alors que les personnages féminins récurrents comme le lieutenant Ginger Bayliss ou l'infirmière Cutler allaient et venaient, Margaret restait et évoluait. Dans une